Déjà, merci Eric, et puis merci à l'équipe dirigeante du SPS donc, de m'avoir invité aujourd'hui à échanger avec vous dans le cadre de cette journée consacrée aux innovations. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais vous présenter quelques-uns des repères cliniques, scientifiques et organisationnels que nous avons utilisés dans les dispositifs de soins donc, que nous mettons en place aujourd'hui dans le cadre de ce réseau des USPS. Alors, réseau des USPS qui regroupe aujourd'hui la plus grande partie des unités dédiées qui se déploient sur le territoire et qui ont été autorisées à ce titre par les ARS. Alors, pour étayer mon propos, je me centrerai autour de 4 questions. La première va nous amener à nous demander finalement de quoi nous parlons lorsque nous évoquons la notion de soignant en situation de souffrance. La seconde question nous amènera à explorer les principaux processus psychiques qui sous-tendent justement ces situations de détresse. Et nous essaierons, même si nous l'avons déjà en partie évoqué ce matin, entre autres avec l'étude du professeur Truchot, de repérer les principaux facteurs déterminants de ces situations. Et pour finir, et ça c'est un clin d'œil à Madame Armenteras, pour finir, je vais faire une conclusion qui ne sera pas une conclusion de psychiatre, qui sera une conclusion organisationnelle. Quels enseignements finalement pratiques on peut tirer de ces quelques réflexions. Donc commençons par la première question. Qu'est-ce qui se cache derrière la notion de professionnel de santé en situation de souffrance? Alors, bon, comme on l'a déjà pas mal vu lors de cette journée et des journées précédentes, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que les professionnels de santé en situation de souffrance peuvent être amenés à exprimer leur malaise de toutes les façons possibles. Nous retrouvons donc légitimement et naturellement dans les dispositifs de soins dédiés l'ensemble du champ psychopathologique général qui va de la classique dépression, voire parfois à la bouffée délirante, en passant par les conduites suicidaires ou addictives et bien d'autres encore. Alors, vous voyez que la souffrance prend de nombreux visages psychopathologiques, avec en plus des particularités cliniques syndromiques qui dépendent bien évidemment du sujet qui les porte. Alors, en gros, je suis en train de vous dire, on voit à peu près tout. Il y a quand même une particularité, c'est que les pathologies de surcharge, telles que le burn-out, prennent bien entendu une place très importante, voire dans la plupart des dispositifs de soins, la part la plus importante. Et dans la catégorisation de burn-out, j'inclus toutes ces revendications, beau lapsus, toutes ces situations de troubles interpersonnels qui relèvent ou qui sont revendiquées comme relevant du harcèlement. Donc rien de bien particulier finalement, si ce n'est à ce stade de notre déploiement, le constat de l'absolue nécessité d'introduire plus de rigueur dans les terminologies que nous employons. Le burn-out, par exemple, relève d'une entité clinique précise qu'il convient de ne pas généraliser à toutes les situations de fatigue ou d'épuisement professionnel. De la même façon, le psychotraumatisme demande, pour être qualifié, la présence d'un certain nombre d'éléments cliniques indispensables. Il est important qu'on vérifie justement leur présence. Et on constate finalement sur le terrain que tant dans le discours des soignants concernés que dans ceux d'ailleurs de la profession, de la société elle-même, de véritables glissements de sens qui sont préjudiciables à plus d'un titre. Et justement, il me semble qu'il est important d'être plus précis dans ces termes employés, et ça servira autant la prévention, la prise en charge que l'évaluation scientifique, si on veut qu'elle soit fiable et adaptée. Alors, un autre point, vous avez toute l'image, moi j'ai que la moitié de l'image sur l'écran. Un autre point mérite d'être souligné concernant ces pathologies de surcharge. Alors, j'ai essayé de faire compréhensible. Parce que Eric, qui milite pour le bien-être des professionnels de santé, en fait, m'a confié une thématique extrêmement large dans un temps extrêmement limité. Donc j'ai dû résumer. Alors, les pathologies de surcharge sont le plus souvent décrites par le biais d'un modèle temporel cumulatif. Ce modèle temporel cumulatif, il est issu des premières conceptualisations du modèle de la crise suicidaire. On pense souvent, et on le dit souvent entre nous, qu'il existe un continuum croissant entre la frustration professionnelle, le stress, la fatigue professionnelle, le burn-out constitué, les idées suicidaires et le passage à l'acte. Je crois qu'il est important de dire que ce modèle, en pratique, est faux.
Si la première phase, effectivement, d'intensification finalement de la frustration professionnelle au burn-out se révèle opérant en pratique clinique, sa pertinence se perd en grande partie dans la seconde phase, en gros à partir du burn-out constitué. Ces pathologies de surcharge relèvent en fait bien plus d'une dynamique chaotique que d'une dynamique additive. La dynamique additive, c'est en gros celle du vase qui recueille des gouttes d'eau. Or, dans les situations de crise, les dernières gouttes d'eau ne vont pas faire déborder le vase. Elles vont le faire exploser et faire entrer l'ensemble, le vase et l'eau, dans une dynamique totalement différente, dans un autre ordre, beaucoup plus difficilement prévisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'intervention d'une toute petite pression supplémentaire ou d'un événement parfois totalement minime chez un patient en burn-out peut entraîner un véritable cataclysme. Parce que cet élément nouveau, justement, entraîne un changement non pas quantitatif, mais un changement qualitatif dans la dynamique psychique du patient. C'est ce qu'avait décrit Lorenz dans sa conférence sur la prédictibilité, quand, pour illustrer cette dynamique chaotique, il expliquait comment le battement des ailes d'un papillon au Brésil pouvait déclencher une tornade au Texas. Alors, cette distinction entre modèle cumulatif et modèle chaotique, elle est assez fondamentale dans la politique de santé que nous sommes en train d'essayer de mettre en place pour les soignants. Parce que dans les pathologies de surcharge, nous pouvons à certains moments mettre en place des actions d'allègement des tâches, des actions de soulagement pour les professionnels concernés. Mais ces actions d'allègement de tâches, et c'est ce qu'a montré le professeur Truchot dans son étude ce matin, quand il montrait finalement que sur l'item, par exemple, dépersonnalisation, l'abaissement de la charge de travail, finalement, n'avait que peu d'effets. Et on voit bien en clinique que l'allègement des tâches fonctionne s'il intervient au début du processus d'installation du burn-out. Par contre, une fois que le processus de burn-out est installé, ces actions d'allègement sont au mieux inefficaces, voire parfois contre-productives, parce qu'elles peuvent être interprétées par le professionnel comme une preuve de faiblesse et accentuer sa culpabilité. Donc, une fois le burn-out installé, une fois le chaos installé, c'est une intervention de crise qu'il convient de mettre en place. Parce qu'à ce moment-là, un petit rien peut tout faire basculer. Une remarque, une interprétation maladroite, un stress, et puis tout s'effondre. Ce qui est intéressant également, c'est qu'à contrario, si un petit rien peut tout faire basculer, un petit rien peut aussi empêcher la bascule. Une attention, un mot réconfortant, et le patient ne bascule pas. Même s'il faut reconnaître qu'en absence d'un soin structuré, il reste sur une ligne de crête qui est quand même bien dangereuse. Le fait de penser cliniquement ces dynamiques sous la forme de la dynamique chaotique, ça nous aide vraiment à ne pas oublier qu'il s'agit d'interventions complexes de crise qu'il faut mettre en place, et pas de soins psychiatriques classiques. Ça nous montre également une autre chose, c'est que je crois que nous avons intérêt à promouvoir dans le système de soins une véritable bienveillance et une véritable attention autour de petites choses dans les lieux d'exercice à l'égard des situations et des collègues en situation de burn-out, et donc finalement d'une forme de promotion d'une clinique des petits riens qui parfois peuvent tout changer dans le parcours des personnes concernées par ces situations de burn-out installées. Passons maintenant à la deuxième question qui concerne non pas les types de pathologies cette fois, mais les types de processus psychiques qui se cachent derrière la souffrance des soignants. J'ai déjà fait 10% de ma présentation, pour ceux qui ont envie de faire la sieste. C'est pas tout à fait exact. Bon. Quels sont les types de processus qu'on rencontre finalement en pratique clinique auprès de soignants en souffrance ? Alors, au-delà de la catégorisation diagnostique classique, on rencontre deux types de processus. Un processus de souffrance psychique et un processus de douleur morale. Alors, certains soignants qui demandent de l'aide donc, sont engagés plutôt dans le premier item, une dynamique de souffrance psychique. Bon, cette souffrance, on le sait bien, c'est un invariant du genre humain. C'est cette souffrance qui va nous amener à nous sentir mal. Elle témoigne de la tentative de compromis d'un psychisme finalement qui cherche à traiter un peu quotidiennement l'écart entre nos aspirations et la réalité de notre vie.
Cette souffrance, c'est en quelque sorte le signe d'un travail de digestion des difficultés auxquelles nous avons à faire face. Ce n'est donc pas sa présence finalement qui fait pathologie, mais plutôt son excès, sa stase, ou quand ce travail de souffrance est impossible. Dans cette dynamique de souffrance, on se sent mal, mais on garde quand même en soi suffisamment de ressources internes pour être accompagné par le soin dans la résolution des problématiques qu'on traverse. L'accompagnement est possible, il ne s'agit pas de faire à la place du patient, mais de l'aider à faire lui-même. A contrario, dans la dynamique de douleur morale, on a à faire face à une sidération de l'appareil psychique. Et cette sidération douloureuse va placer en fait le sujet qu'elle étreint dans un état d'impuissance globale. Le psychisme est bloqué, le patient est arc-bouté sur sa douleur, rien ne semble fonctionner, les mots sont totalement inutiles. Et souvent, le corps participe à la débâcle. Alors, quel intérêt, me direz-vous, de distinguer la souffrance psychique de la douleur morale ? La première raison réside dans le vécu même de ces processus. Le repérage du type de dynamique dans lequel le patient est engagé nous renseigne sur ce qu'il vit, au-delà des mots qu'il énonce, et souvent qu'il n'énonce pas à son propos. Et ce repérage est d'autant plus important, on l'a vu tout à l'heure, qu'il va conditionner le type d'aide que nous pouvons apporter à un soignant en difficulté. Quand un soignant est en dynamique de souffrance, il faut l'accompagner. Il faut aider ce patient soignant à porter son fardeau le temps de la consolidation de l'état psychique. Par contre, dans la situation de sidération douloureuse, c'est tout le contraire. Le patient soignant est à ce moment, et quoi qu'il puisse en dire, parce que beaucoup de patients soignants se sentent plus résistants qu'ils ne le sont, ils sont à ce moment-là incapables de porter leur fardeau. C'est donc à nous, dans le cadre des dispositifs de soins que nous mettons en place, non pas de l'accompagner, mais véritablement de le prendre en charge au sens littéral du terme, en le soulageant de son fardeau. Et c'est en portant finalement son fardeau à sa place dans le cadre d'une intervention de crise qu'on pourra l'aider ensuite, dans un second temps, à élaborer cette fameuse souffrance qui permettra de régler sur le fond les problèmes. Face à la douleur morale, il faut donc agir, et agir vite. Alors, cette distinction, elle est utile dans le soin au sens large, elle ne concerne pas que les soignants. Mais elle est encore plus importante, je crois, dans le cas particulier du soin des soignants. Parce que nos collègues sont en situation de souffrance, sont assez souvent dans des positions de déni. Ils nous parlent de souffrance psychique, alors que ce qu'on constate dans les processus, c'est qu'ils vivent une forme de douleur morale. Et l'expérience montre aussi que les soignants en souffrance ont souvent le même déni. Tout à l'heure, dans le train, j'expliquais à deux de nos collègues qu'on avait fait un petit essai lors d'une formation en faisant coter une dépression, à partir de la même vidéo, avec un patient gravement atteint, c'était moi en l'occurrence qui jouait. C'était une cassette de simulation en santé. On demande à une équipe soignante de coter une dépression. On explique que c'est un cadre sup en burn-out. Il cote la dépression. On prend l'autre moitié du groupe, qui ne sait pas ce qui s'est passé. On dit que c'est un médecin en burn-out. La dépression est cotée plus sévèrement quand il s'agit d'un cadre sup que quand il s'agit d'un père, réputé résistant. Alors, ça demanderait de répéter en termes de valeur scientifique, mais bon, sur un échantillon de 15 et 15, c'était déjà intéressant de voir les écarts. Donc, on a face à la problématique effectivement de souffrance des soignants un double déni. Un déni du professionnel en situation de difficulté, mais aussi un déni de l'équipe qui a à la prendre en charge. Alors, c'est d'autant plus dommageable que les soignants qui soignent les soignants en situation de souffrance vont eux-mêmes potentiellement souffrir de burn-out un jour. Donc on perçoit vite le risque de mise en abîme, et donc l'intérêt, dès l'ouverture des unités, d'avoir un dispositif structuré d'accompagnement des équipes qui se basent sur des études scientifiques sérieuses. On en arrive du coup à la troisième question, qui va consister à nous demander quels sont les principaux facteurs déterminants de la souffrance des professionnels de santé. Et sur cette question, j'ai une excellente nouvelle, et encore plus pour Madame Monterras, parce qu'elle va pouvoir nous faire une grille HAS.
nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire pour être de bons soignants. Et on sait aussi ce qu'il faut faire pour nous protéger au mieux des risques psychosociaux liés à notre exercice. Pour ce faire, il suffit d'adopter ce qu'un groupe de collègues qui avait travaillé sur cette question lors d'une formation avait nommé non sans malice l'optimum attitude. Alors on pourra faire un référentiel optimum attitude. Parce que finalement, pour être un bon soignant et un soignant résistant, il suffit d'être à la fois et surtout en toutes circonstances, dans l'immédiateté, souple, ouvert, compréhensif, tolérant, adaptable, créatif, présent, compatissant, respectueux, distancié, impliqué déjà, vous voyez, ça va bien ensemble, empathique, adaptable et résilient. Alors, en relisant tout ça pour préparer ma présentation, je me suis dit qu'ils avaient dû oublier aussi souriant, svelte et sportif, mais comme c'est moi qui animais le groupe, je pense qu'il y avait un petit biais là dans les items. Donc, oui, finalement, tout semble simple, parce qu'après tout, on sait ce qu'il faut faire pour être un bon soignant résistant. Le seul problème, c'est que la réalité, c'est que notre posture professionnelle est largement influencée négativement par 3 types de facteurs perturbants qui interagissent entre eux. Alors, ces 3 types de facteurs vont vraiment interagir ensemble, ils vont impacter directement ce que nous sommes, autant en tant que professionnels qu'en tant que personnes, et perturber notre attitude soignante. Alors ces facteurs sont bien connus, on ne va pas les retracer totalement. Le premier type de facteurs, les facteurs structurels, ceux qui sont liés au métier. Alors pour simplifier, et ça n'étonnera personne, la fonction soignante nous confronte peut-être plus souvent que d'autres professionnels à la souffrance, à l'angoisse, à la mort, avec toute la charge psychique qui peut en découler. Deuxième type de facteurs, les facteurs individuels. Le poids de notre histoire, notre personnalité, notre manière de fonctionner, nos mécanismes de défense, nos forces, nos faiblesses. Tout ça va aussi influencer la façon dont on va pouvoir vivre les choses. Et pour finir, on ne peut pas non plus les oublier. Il y a des facteurs environnementaux qui sont générateurs de risques psychosociaux. Ça peut être le mode de management, l'organisation hiérarchique, la reconnaissance sociale, ce qui a été évoqué ce matin, qui nous est porté. Alors, tous ces facteurs interagissent ensemble, et j'insiste lourdement sur ce point. Et je crois que nous n'avons rien à gagner, ni à faire gagner à nos collègues en souffrance, en laissant croire qu'il y aurait d'un côté de bons soignants bien solides et de l'autre de mauvaises organisations malveillantes qui les fragiliseraient sciemment. Ce qui veut dire quoi finalement là ? C'est que chaque situation de souffrance d'un professionnel doit s'accompagner d'une prise en charge conjointe, mais surtout sans a priori de ces 3 séries de facteurs. Et je crois que tout plan d'action, qu'il soit régional, national ou à l'échelle d'unité, doit prendre en compte l'intérêt de travailler conjointement ces 3 séries de facteurs. Alors je vais juste faire un petit focus sur les facteurs métiers, pour rappeler qu'être soignant, c'est prendre en charge la souffrance des patients, et que cette souffrance, structurellement, constitue un véritable appel au lien. Et c'est là peut-être une particularité de notre métier, parce que finalement, le soignant étant lui-même dans ce qu'il est lui, et pas seulement dans ce qu'il va faire, il est un outil du soin. C'est lui qui va accueillir dans son psychisme, consciemment ou inconsciemment, les angoisses, les peurs, les conflits psychiques des patients qu'il côtoie. Et en ce sens, ce n'est pas que son moi professionnel qui va être engagé dans le soin, c'est aussi son moi, entre guillemets, personnel. Et la distance qu'il va être amené à tenir avec les patients constitue un véritable travail d'équilibriste. Trop près, il se trouve envahi par les affects des patients, et trop loin, il devient, ou il risque en tout cas de devenir un instrument désaffectivé d'un soin technique, sans cœur ni humanité. Alors, je voulais préciser aussi quelque chose, c'est que cette contagiosité psychique entre le patient et le soignant, dont on parle souvent, ne passe pas que par les mécanismes classiques d'identification qu'on décrit habituellement et que tous les étudiants connaissent. Parce que la confrontation, la douleur morale, à cet état de sidération psychique dont on parlait tout à l'heure, confronte un autre risque qui est le risque de l'identification projective. Et ça, c'est vraiment un mécanisme important. À la limite que vous ne reteniez pas le terme, c'est pas grave, mais c'est le processus qui est important à repérer. Parce que c'est un processus qui est totalement inconscient. Et dans l'identification projective, si je vous donne un exemple pour comprendre ce que c'est l'identification projective, c'est le transfert en fait de la charge psychique du patient directement dans le psychisme de l'autre. Vous vivez en couple, imaginez, situation totalement hypothétique, vous vivez en couple, vous rentrez, vous êtes énervé.
Parfois, il arrive que vous arrivez sans rien dire, de manière totalement inconsciente, à énerver votre conjoint. Et à ce moment-là, il est assez tendu, vous lui dites « Pourquoi t'es énervé ?» En fait, vous l'avez énervé. Mais comme vous lui avez transmis par identification projective cet agacement, c'est lui qui est agacé. Et donc ça vous agace. Mais vous pouvez du coup dénoncer l'agacement de l'autre qui n'est plus en vous. Voilà, c'est ça l'identification projective. Alors c'est rigolo en couple, encore que, ça dépend. En tout cas, ça peut l'être. Ça peut l'être quand on le raconte. Par contre, dans le soin, c'est très compliqué parce que c'est totalement inconscient et l'identification projective constitue, et c'est pour ça que j'ai d'autant plus d'intérêt pour les études du professeur Truchot, je crois qu'il y aurait quelque chose à travailler autour de ce mécanisme dans les pathologies de surcharge. Je crois que l'exposition répétée à des processus d'identification projective plombe, dans tous les sens du terme, le psychisme du soignant. Donc, être soignant, c'est un facteur de risque psychosocial. Et on le dit non pas pour nous perdre dans une complainte sans fin, mais pour intégrer cet état de fait en tant que constituant de soins et donc en tant que processus à accompagner chaque jour dans nos dispositifs de soins, tant en termes de prévention que d'accompagnement. Alors, histoire de plomber encore un peu, cette part violente du soin, elle ne s'arrête pas qu'à la violence intrinsèque du soin qu'on vient de décrire. C'est-à-dire, c'est pas que la question de la souffrance du patient qui vient nous plomber psychiquement. Ce qui se passe également, c'est que cette part violente du soin qui est intrinsèque, on n'y pourra rien, elle existera toujours. Donc ce qu'on peut faire, c'est améliorer les conditions finalement de son côtoiement. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut faire quelque chose, c'est tout ce qui concerne les violences collatérales. C'est quand un professionnel de santé ne trouve pas l'appui dont il aurait besoin dans l'organisation de soins dans laquelle il s'inscrit. C'est le manque de cohérence dans les actions, le défaut de continuité dans les prises en charge. En fait, toutes ces situations qu'on connaît bien, ce sont les collègues dysfonctionnels aussi. Et souvent, le collègue dysfonctionnel, c'est l'autre déjà, celui qui a un autre avis que le nôtre. Déjà, la frustration professionnelle peut commencer là. Parfois, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus mortifère. En tout cas, cette part violente du soin, d'une part qui est intrinsèque à notre métier, et cette violence collatérale sont là aussi en interaction croisée. Et ce potentiel d'inflation mutuelle, il est d'autant plus préoccupant quand tous les facteurs perturbants entrent en résonance. Parce que là, ce n'est pas seulement le psychisme du soignant qui est en souffrance, mais aussi son rôle finalement d'effecteur du soin. Et c'est pour ça que la souffrance des soignants, justement, altère parfois gravement le soin qui est prodigué par ces derniers, et on l'a vu ce matin dans les différentes interventions, et donc altère finalement la qualité des soins de notre système de santé. Alors juste avant de passer au plan d'action, un petit mot sur les mécanismes de défense. Finalement, notre posture professionnelle va beaucoup dépendre de ces mécanismes de défense qui, pour la plupart, sont là aussi inconscients. Certains sont l'ordre de l'inné, ou plutôt de l'ordre de notre fonctionnement personnel, donc ils dépendent de notre histoire, de notre caractère, mais d'autres peuvent être considérés comme acquis. C'est-à-dire qu'on va les acquérir pendant la formation et la pratique qui va suivre. Et la plupart des travaux concernant ces facteurs ont été abandonnés depuis plusieurs années. Ils reprennent timidement, et puis on a dans la salle quelqu'un qui vient de terminer une thèse de psychologie, voilà la demoiselle qui est là-bas, du service de santé des armées, voilà, qui vient de terminer une thèse de psychologie effectivement sur le profil psychologique et puis finalement les mécanismes de défense des étudiants. Et je crois que c'est vraiment des choses qu'il faut remettre au goût du jour, parce que c'est important tant dans la pratique clinique que dans les capacités de prévention qu'on peut avoir. Donc ce sont des travaux à soutenir, aussi bien individuellement que collectivement, même s'ils posent des questions assez essentielles. Il y en a une sur laquelle on a commencé à travailler dans le réseau des SPS, c'est est-ce que les soignants qu'on recrute aujourd'hui pour soigner les soignants en difficulté ont les mêmes mécanismes de défense que les nôtres ? C'est-à-dire qu'il y a souvent des sauts générationnels, on se rend compte que le fonctionnement est différent. Alors on peut toujours dire oui, c'était bien mieux avant, mais on peut aussi se dire finalement, s'ils ont des mécanismes de défense différents, est-ce que ça altère le soin, est-ce que ça l'améliore ? En tout cas, on doit tenir compte de cette différence de positionnement. On doit aussi se demander si ces mécanismes de défense qui sont en partie inconscients doivent être travaillés. Est-ce qu'ils peuvent être travaillés ? Est-ce qu'on est éthiquement en légitimité de le faire ? Et si c'est oui, par qui, comment, quand ? Donc vous voyez que le champ des questions est important, mais il peut améliorer la qualité du soin, le bien-être des professionnels, mais aussi leur résilience. Alors voilà les grands concepts
psychologiques et psychodynamiques autour desquels nous travaillons dans les USPS. Alors, ce qui va m'amener à la dernière question, c'est, finalement, une fois qu'on s'est dit tout ça, quelles conclusions pratiques et organisationnelles on peut en tirer? Alors, 3 objectifs me semblent importants à retenir à ce stade. Alors, le premier objectif, c'est que, et ça a été bien dit dans la table ronde d'avant le repas, les dispositifs de soins qui se déploient aujourd'hui doivent vraiment permettre aux professionnels de santé en situation de souffrance de bénéficier d'une approche intégrative qui va permettre de mettre en travail l'ensemble de ces facteurs déterminants, et pas l'un plutôt que l'autre. Et bien entendu, on va travailler les facteurs individuels, mais on doit travailler aussi à part égale les facteurs métiers, les facteurs environnementaux. Et on voit bien là que le soin que nous avons à mettre en place ne peut pas être qu'un soin psychiatrique classique, parce qu'il doit traiter à la fois, et dans un temps très court, rappelez-vous, toutes les études montrent la même chose, on a entre 21 et 22 jours, c'est-à-dire les soignants s'accordent entre 21 et 22 jours. Donc on peut toujours proposer des beaux programmes sur 3 mois. La réalité pratique, c'est que la plupart de nos collègues se donnent entre 21 et 22 jours pour le faire. Donc, le soin dont on parle, c'est un soin qui doit être court, c'est un soin de crise qui correspond à la dynamique chaotique, mais c'est un soin aussi qui doit, dans un temps court, associer un travail de réhabilitation psychosociale et de remédiation avec le milieu. Ça, c'est le premier objectif. Le second, tout aussi important, c'est de mettre en place ensemble un dispositif qui soit véritablement coordonné et gradué, parce que c'est de la gradation des soins et de la prévention, finalement, tout au long du parcours du professionnel de santé, qu'on arrivera à accompagner au mieux les parcours de nos professionnels. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en amont de l'hospitalisation, il faut bien entendu étendre les actions de prévention des risques psychosociaux et les intégrer dans les formations initiales et continues des professionnels de santé. C'est-à-dire que ça n'arrive pas 10 ans après le début de la pratique comme un artefact finalement dans le parcours. Il est aussi important que le maximum de professionnels soient formés au repérage et à l'orientation des situations de souffrance au travail, que, par exemple, les réseaux d'entraide soient renforcés, qu'on mette en place dans chaque région, et les équipes qui sont exprimées tout à l'heure le montrent, qu'on mette en place des consultations spécialisées dédiées pour les soignants, et qu'on favorise l'accès dans chaque région d'hospitalisation de jour, dans des conditions de maillage qui permettent un soin précoce et spécialisé. Ça, c'est ce qu'on peut faire avant l'hospitalisation. Pendant l'hospitalisation, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ce matin, en gros c'est un soin complexe, une prise en charge psychopathologique, pharmacologique, addictologique, somatique, dont les conséquences sur le corps sont nombreuses, la prise en charge psychocorporelle, tout le monde est d'accord, les modules d'éducation thérapeutique, la simulation santé, bon, j'arrête la liste, mais n'oublions pas la préparation au retour à la vie soignante. Et cette préparation au retour, il ne suffit pas de la préparer à l'intérieur de l'unité de soins qui héberge le patient soignant, mais bien souvent, elle nécessite aussi une intervention sur le milieu. Il ne s'agit pas de laisser sortir les gens, les laissant se débrouiller ensuite dans leur institution. Et c'est là qu'on voit que l'aval de l'hospitalisation est important. Les suivis ambulatoires spécialisés doivent pouvoir se poursuivre. L'hôpital de jour peut être un aval aussi de l'hospice complète. Les associations d'en soins malades, les réseaux d'entraide, et la mise en œuvre d'actions de retour dans les milieux professionnels. Alors, l'expérience que nous avons aujourd'hui, même si elle est encore limitée quantitativement, montre que la plupart du temps, je parlais des hôpitaux, on a des institutions qui ont plutôt envie de faire évoluer les choses, mais qui ne savent pas comment faire. Donc quand on a un directeur d'hôpital ou un responsable des ressources humaines qui nous dit « moi je suis prêt à faire bouger, mais je fais comment ?» Il faut qu'on puisse, au sein du réseau des USPS, s'appuyer aussi sur un réseau d'experts qui soit capable de guider ces professionnels dirigeant nos institutions à travailler sur les situations par le biais des interventions sur le milieu. J'ai presque fini. Mon dernier objectif, et ce sera la conclusion de ma présentation, sera de tenir compte des retours d'expérience à l'avenir des unités dédiées pour améliorer nos dispositifs soignants. L'enjeu, c'est de cesser d'adapter empiriquement le soin psychiatrique classique pour entrer dans une nouvelle dynamique qui est celle de la construction de véritables programmes de soins dédiés qui tient compte de la complexité des déterminants qu'on a évoqués et de la nécessité de travailler conjointement cette part psychopathologique, cette part environnementale et cette part métier lorsque les situations sont installées.
Et l'innovation de ces 2 dernières années, c'est la concomitance, assez rare finalement pour une prise en charge spécifique, d'une extension territoriale de ces dispositifs avec la prise de conscience de la nécessité de repenser totalement les approches soignantes antérieures qui étaient trop souvent basées sur la compassion et l'entraide qui, si elles sont importantes, ne font pas le cœur du soin. Et ce volet soins, finalement, d'une stratégie nationale s'inscrit en complète articulation et complément avec la stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Ce travail que nous menons aujourd'hui au sein du réseau du SPS va se poursuivre, il va se poursuivre lentement, sérieusement, avec peut-être pas assez de marketing, mais en tout cas on le fait collégialement, on essaye de le faire avec rigueur, sans effet prématuré non plus d'annonces qui peuvent à certains moments disqualifier des positionnements, tant les problématiques sont complexes. Donc le déploiement national des USPS sur le territoire national, aujourd'hui il est guidé par la mise en place de ce réseau structuré. On vient de finaliser un cahier des charges strict et précis qui a été basé sur le partage de toutes ces unités et élaboré en lien avec le CNOM. Et c'est ce cahier des charges, construit avec les acteurs de référence, avec l'université, qui va nous permettre vraiment d'innover en termes de process de soins, de garantir à tout professionnel de ne pas être dans un lieu de soins psychiatriques classique qui profite, qui surfe sur la vague en gros pour proposer un soin spécialisé, mais dans une vraie unité dédiée qui prendra en charge la crise de ces situations complexes. Et c'est, je crois vraiment dans cet ancrage scientifique, rigoureux et affirmé qu'on doit assumer, que nous trouverons collectivement toutes ces ressources finalement qui vont nous permettre d'améliorer la prévention et le soin de ces situations. Et je crois que c'est vraiment ce qui, en tout cas pour ma part j'en suis intimement persuadé, c'est ce qui permettra qu'on puisse ensemble faire de la santé un monde en bonne santé, en tout cas avec la meilleure santé possible.